Bonjour à tous, bonjour, soyez les bienvenus ici à Paris dans le 13e à la Halle Fraissinet pour cette émission spéciale en direct du Satis 2013. Le Satis, c'est le salon des technologies de l'image et du son. Nous sommes en plein cœur du salon avec Stéphane Faudeux, le patron de MediaQuest. Merci Stéphane de nous accueillir et de nous réserver un si bon accueil. On va évidemment parler de ce salon, des tendances avec vous, puis avec un certain nombre d'invités qui vont se succéder autour de cette table. Et le premier d'entre eux, c'est Stéphane Néry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de la division pro, on va dire, de Canon. De Canon, hein, donc les appareils photo qui font de la vidéo désormais, et évidemment les caméras. Donc on va aussi parler avec vous des nouveautés et des tendances. Ouais. Voilà, des invités vont succéder. On va avoir des gens de chez GoPro par exemple, des gens de chez NewTek pour parler TriCaster. Bref, un programme très chargé, tout en live sur Watch TV. C'est une première pour cette nouvelle émission qui rejoint donc la grille de Watch TV aujourd'hui. Elle s'appelle Broadcast Time. C'est un rendez-vous hebdo qu'on vous donne désormais. Format inhabituel aujourd'hui. C'est une occasion un peu spéciale. Donc l'émission fait 1 heure, mais toutes les semaines désormais, on va se retrouver donc tous les jeudis de 11h à 11h30 pour une émission en direct de 28 minutes consacrée aux nouveaux médias, aux nouveaux moyens de production et au Web TV. Voilà, je pense que ça manquait et donc on sera très heureux de vous donner ce rendez-vous sur Watch TV désormais. Alors Stéphane, le Satis 31e édition, le salon ferme ses portes ce soir. Première tendance là, de cette édition 2013. Je ne peux pas me mettre à la place des organisateurs, nous on vient en renfort de leurs équipes. Non mais est-ce que vous, voilà. Ce qu'on sent malgré tout sur les 2 premières journées, c'est plutôt positif. On aura le final effectivement ce soir. Moi je sens bien une petite hausse, ce qui sur un marché qui est quand même un petit peu chahuté en ce moment, sur globalement des salons qui sont aussi généralement plutôt sur une pente descendante, c'est assez positif. Donc il y a du monde, il y a des visiteurs, et ce que disent aussi certains des exposants, c'est qu'il y a du visitorat de qualité, ce qui est important aussi de faire un peu de business pendant, mais surtout après le salon. Alors Watch TV chaîne grand public, mais avec des rendez-vous, on va dire, à la limite entre le grand public et le semi-pro. Donc, on va rappeler que le Satis, c'est un salon dédié aux professionnels de l'image. Hein. Historiquement, on va dire, 31e édition, ça nous remet au XXe siècle, hein, et loin du XXIe siècle en tout cas. Exactement. Alors, j'ai pas fait la première, mais j'ai dû faire la 2e ou 3e édition. Pas vrai? Ouais. En poussette? Ah, putain, ouais, presque. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, sur un plan géographique, c'est né quai d'Austerlitz, avant ensuite d'aller, je crois, à la Grande Halle de la Villette, puis la Porte de Versailles, et à la Halle Fraissinet, là, dans le 13e arrondissement. À l'époque, le salon était très orienté vers le corporate, hein, vers les entreprises déjà, avec c'était de la diapositive, des projecteurs 16 mm, quelques caméras 35 et le début de la vidéo dite légère. Alors on voit les images là, du salon, donc ça se passe dans cette Halle Fraissinet qui est grande, mais on est très loin, on va dire, d'une surface qui peut être celle de l'IBC à Amsterdam ou du NAB à Las Vegas, mais c'est notre petit IBC à nous, on va dire, hein, le Satis. Et en fait, je parlais avec des exposants hier soir, avides pour pas les nommer, qui disaient c'est quand même fabuleux que le Satis existe, puisse continuer malgré tout à se développer, parce qu'il s'aperçoit que sur d'autres pays du bassin méditerranéen, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, tout ce qui était des salons sont en train de disparaître. Ils passent d'un rythme annuel à une fois tous les 2 ans, puis ça c'est souvent le mauvais signe. Donc voilà, on a la chance d'avoir un salon qui est à taille française ou francophone. C'est vrai que c'est un visitorat qui est majoritairement parisien, francilien, un peu de province, et malgré tout du visitorat francophone, Benelux, Suisse et un peu Maghreb. Alors, on a l'un des exposants avec nous. On va en profiter avant de parler des produits et des nouveautés de Canon. Stéphane, c'est quoi l'importance du Satis dans votre calendrier annuel, on va dire? En fait, nous, on commence en avril avec un salon international que tu as mentionné tout à l'heure, qui est le NAB, sur lequel, c'est vrai, on a du fait du coût du voyage, une élite, entre guillemets, qui se déplace, donc très peu d'utilisateurs finaux, vraiment des décideurs de chaînes de télé et autres.
on redescend sur l'IBC. Même les où là... petits, ils vont. Hein. Oui, ça arrive, c'est vrai que je te vois là-bas. L'IBC où on a une clientèle un peu plus large parce que c'est plus près, c'est l'Europe. Et c'est vrai que là, c'est l'occasion pour nous de voir plutôt des utilisateurs finaux. Et c'est une opportunité assez extraordinaire puisque c'est comme ça aussi qu'on fait progresser les produits avec des retours d'informations, avec des échanges. Ça veut dire que les grandes chaînes, TF1, BFM, etc., vont évidemment au NAB ou à l'IBC, mais vous avez aussi vu ici là, la bonne surprise, c'est ça, oui, c'est qu'ils viennent aussi. Donc ils font le chemin jusque dans le 13e, puisqu'ils sont majoritairement vers Boulogne, ce qui n'est pas forcément évident pour ceux qui connaissent bien. C'est quand même moins loin que Las Vegas. Oui, bon, c'est sûr, mais des fois on peut mettre longtemps. Oui, c'est vrai. Globalement, non, on voit ça toutes les chaînes, on voit des prestataires, on voit des grosses sociétés de production, mais c'est vrai que pour nous aussi, on descend jusqu'à des utilisateurs, des cadreurs, des opérateurs, des petites boîtes de prod qui ont plein de projets en tête, et c'est vrai que c'est passionnant, quoi. Est-ce que c'est pas vraiment un salon d'annonce? Pour autant, il n'est pas assez gros en termes de poids. Ça a été le cas, il y a eu des il y a eu de jolis coups quand même. Il y a eu de jolis coups. Notamment chez vous. Nous, on a fait, oui, mais c'était... Les dernières années, il y a eu des produits lancés sur le salon. Rappelez-nous, c'était le lancement de Léo Cinéma, qui est le plus gros lancement, je pense, qu'on ait fait dans notre histoire, en tout cas sur cette partie vidéo. On avait l'enchaînement de l'annonce, mais c'est purement un hasard de nos calendriers, puisqu'évidemment, dans les calendriers internationaux, personne ne voit le Satis. On avait l'annonce il y a 2 ans, le 3 novembre exactement, de la gamme EO Cinéma, qui était très attendue, puisque ça faisait suite au 5D Mark II, qui est un des plus gros succès de l'histoire de l'image. Qui a marqué le début d'une révolution. Et le salon commençait, je crois, de tête le 7. Et donc on avait l'exclusivité mondiale de la présentation des caméras, alors qu'on avait mis sous cloche. Elle était sur le stand Canon, sous verre, je crois. Oui, parce qu'on n'avait pas encore le droit vraiment de la montrer, mais ça avait créé une grosse attraction. En tout cas pour nous, pour moi personnellement, puisque j'étais mobilisé dessus, c'est un des plus beaux souvenirs de ma carrière, puisque c'est vrai que ça avait généré une attention positive ou négative d'ailleurs, puisque même sous cloche, les gens en déduisent des choses positives, mais aussi négatives. Et donc c'était l'occasion vraiment d'avoir un premier retour sur quelque chose qui n'existait pas encore. Cette année, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de nouveaux produits particulièrement. Oui, non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des produits aussi emblématiques et médiatisés qu'a pu être le lancement de Canon, mais il faut quand même savoir que chaque année, il y a des produits qui sont quasi lancés sur le salon, du moins sur le marché français. Il y a une opération qui s'appelle les trophées, et les trophées, ce sont les exposants qui mettent en compétition leurs produits les plus innovants. Il y en avait une 60aine cette année, on en a remis 10 avant-hier soir. Mardi soir. Donc 60 produits qui sont normalement disponibles. Alors ça va de la caméra, mais aussi des fois des petites bidouilles ou un connecteur, un câble. Et le jury professionnel va justement essayer de déterminer qu'est-ce qui va être un produit en rupture ou vraiment innovant, ou proposer un rapport qualité-prix différent. Donc il y a de la nouveauté. Alors les lauréats sont évidemment sur le site de MediaQuest.com. MediaQuest, Stéphane, qu'est-ce que c'est? C'est votre dernière aventure en date, on va dire. Exactement. Vous êtes un ancien de Sonovision. Voilà. Journaliste. Voilà. Consultant. On se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps. Benjamin, donc c'est vrai qu'on s'est souvent croisés quand on était dans la presse papier respectivement il y a de nombreuses années. On n'a pas tellement changé. On n'a pas tellement changé, même plus beau je dirais. on s'améliore avec le temps. Et en fait MediaQuest, c'est la volonté de créer un magazine ou un support vraiment cross-média. C'est-à-dire qu'on a le site web, on a de l'information au quotidien, on a le papier qui malgré tout reste très fort, et du coup c'est 4 numéros dans l'année. On aurait dû avoir là sur le Satis l'apps. Je le montre parce qu'il est beau. Merci. J'aime bien la couverture. Donc on va avoir une app smartphone, tablette, Android d'ici quelques semaines. Je vais pas montrer la 4e de coup. C'est un hasard. C'est un pur hasard. Pur hasard. Non, c'est vrai, là pour le coup c'est un hasard que vous soyez là au même moment en tout cas. Et puis on fait de la vidéo aussi. Toute la durée du Satis, on aura fait pratiquement une 50aine d'interviews sur le plateau en partenariat avec Stream Acacia. Donc c'est cross-média et d'autres nouveautés dans l'année 2014. Stream Acacia et Olivier Jourdan aux manettes, que je remercie pour ses mains de fée là, qui nous fait la réalisation de cette émission en direct du Satis. Vous disiez, vous avez plutôt un bon sentiment sur cette édition 2013. C'est quoi la fréquentation moyenne d'un Satis ?
Globalement, moi je pense qu'on est plutôt sur une augmentation, ce qui serait étonnant puisqu'on sort aussi d'un autre salon, qui est le salon de la photo, sur lequel il y a eu une progression de 7%, alors que le marché de la photo est censé être concurrencé par les smartphones, par les tablettes et autres, donc plutôt positif. Oui. Stéphane, merci beaucoup. Je vous libère parce que je sais que vous avez plein de conférences à animer, de choses comme ça. Si vous avez envie de repasser une tête à la fin de l'émission, vous êtes le bienvenu. Si vous ne pouvez pas, on ne vous en voudra pas. Merci. Et Benjamin. encore merci pour cet accueil ici. Merci Stéphane. Allez, on fait ça Stéphane. à la bonne franquette. Stéphane Faudeux s'en va. Et je vais proposer à Franck-Henri Lafage de venir nous retrouver. Alors, je vois Jimmy qui... venez Franck-Henri. Jimmy et la GoPro, c'est pendant quelques instants. Bonjour Franck-Henri, installez-vous. Bonjour. Vous êtes en direct sur Watch TV, sur YouTube, Dailymotion et Tutti Quanti. Watch TV, la nouvelle chaîne de télé dédiée à la high-tech et aux loisirs. C'est la première du genre en France. On diffuse 24 heures sur 24 et donc on est très heureux de vous accueillir ici au Satis. Vous êtes le patron de 3D Storm, anciennement New Tech Europe. Oui, en fait, c'est une dénomination. Voilà. Tout le monde nous connaissait en tant que New Tech Europe. En fait, l'enseigne de la société c'est 3D Storm. Et rapprochez-vous un peu du micro. On est rapprochez-vous donc... de tabouret s'il y a besoin. Hop, voilà, c'est mieux. On s'entendra mieux, c'est juste... On est l'importateur et le distributeur de la marque New Tech, donc depuis 1999, ça fait 15 ans tout juste. Et aujourd'hui, 3D Storm, c'est le premier distributeur de New Tech dans le monde. Voilà. Et New Tech, pour que ce soit bien clair, c'est TriCaster. Voilà. Alors on va parler évidemment des nouveaux produits qu'on peut voir ici, et puis globalement de l'évolution du marché dans un instant, parce que je voudrais qu'on commence avec Stéphane, comme promis. Vous connaissez, j'imagine? On a dû se croiser. On s'est forcément croisé, mais pas encore. C'est très bien, c'est aussi une chaîne de rencontres. Bah oui, ça je savais pas. Mais... Canon, New Tech, voilà, 3D Storm, voilà. Ouais. Ravi de vous avoir ensemble. Stéphane, alors maintenant parlons de vos produits et de ce que les visiteurs du Satis viennent voir cette année. Quelle est la première question qu'on vous pose en termes de priorité? Je dirais les tendances. Bon, ce qu'on voit, c'est que c'est plus intéressant de parler de tendances que de produits proprement dit. Il y a une évolution. Les gens viennent voir aussi des produits. Voir aussi des produits. Il y a une évolution très forte du marché vers ce qu'on appelle les gros capteurs, qui a été lancé par les appareils photo par Canon en 2008 avec le 5D Mark II. Et finalement, gros capteur, ça veut dire plus lumineux. Ça veut dire plus sensible, surtout. Donc un meilleur contrôle des jeux de lumière, etc., plus dynamique. Et puis avec plus de finesse aussi. De l'appareil photo vers des caméras. Et aujourd'hui, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on était un peu élitiste, puisque c'était des appareils tout manuels, donc qui nécessitent quand même un travail de l'image permanent. Donc on oublie tout ce qui est direct, par exemple ce type d'émission. Et c'est vrai que là, l'évolution va vers des produits un peu automatisés, avec des balances des blancs qui se font toutes seules, etc. Utilisées ou pas, mais en tout cas c'est possible. Et que ça intéresse de plus en plus de monde. Ce qu'on a comme évolution forte, c'est le 4K. Évidemment, le fameux 4K, on va en parler, qui est alors c'est vrai que les gens ont tendance à regarder l'aspect diffusion, et je pense que la diffusion clairement en 4K, déjà si elle se faisait en HD ce serait bien, déjà la captation, mais le vrai intérêt aujourd'hui c'est plus malgré tout, comme quand on a commencé la HD, si vous partez d'une source HD et que vous la redescendez en SD, c'est mieux qu'une très bonne source SD. Donc il y a cette logique-là, puis il y a la logique de recadrage à un moment, de pouvoir aller zoomer dans une image. Voilà. Parce qu'en fait, le 4K, on ne l'utilise pas forcément en plein pot, mais ça donne une souplesse. Oui, exactement. À un moment, ce qu'on peut faire, ce qu'on voit sur certaines émissions même de télé-réalité, que je ne citerai pas, c'est des plans larges, dans quelles émissions? The Voice, les Masterchef et autres, c'est d'avoir un plan large, donc très défini, 8 millions de pixels, dans lequel vous allez pouvoir zoomer pour aller 4 fois zoomer dans un plan, donc un plan serré d'un candidat par exemple, avec une seule caméra. Donc ça génère une latitude qui est assez importante, ça génère une économie aussi puisque vous mettez qu'une caméra au lieu de deux, donc c'est toujours appréciable. Et puis à un moment, si vous êtes planté dans un cadre et que c'est pas du direct, vous pouvez aller corriger l'erreur de base en allant chercher un détail plus loin que ce qui était prévu à l'origine.
le 4K, on en parle depuis 2-3 ans. On sait que du côté des fabricants d'écrans, là je parle du grand public, Samsung, etc., c'est vraiment en train d'arriver là. Il y en aura un peu à Noël, mais ça va déferler avec la Coupe du Monde. Et là, pour le coup, la victoire de la France, je pense qu'elle fait le bonheur aussi des constructeurs comme Canon et des fabricants d'écrans. Donc on va évidemment en parler. Alors, on est sur le sujet de la 4K. J'en profite pour poser la question à 3D Storm, le distributeur de NewTek et des TriCasters. Où est-ce que vous en êtes dans le TriCaster par rapport au 4K? Alors au niveau du TriCaster, comme on est sur du live et du streaming, parler de 4K c'est un peu... C'est beaucoup, c'est beaucoup. Non mais ma question c'était plus, si on branche une caméra 4K sur un TriCaster... Pour le moment, ça ne fonctionnera pas, à moins qu'elle soit capable de fournir un signal HD SDI standard. Oui, bien sûr, mais dans ces cas-là, c'est plus du 4K. On a le capteur qui va amener peut-être un peu de plus, une meilleure dynamique au niveau des lumières, etc. Mais il n'y a pas un gros avantage. Par contre, je suis fasciné par le 4K. Moi, j'étais au NAB, on voyait les écrans géants de Sony vendus à 60 000 $. Je prédisais dans mon entourage du 5 000 $ avant la fin de l'année, ce qui s'est concrétisé avec les annonces de Sony, mais surtout, il faut entendre qu'actuellement, il y a déjà des écrans à 700 $ en Ultra HD aux États-Unis. Donc c'est fini. L'écran, on peut se dire que dans les 2 années à venir, les chaînes, il n'y en aura même plus en HD. Et le directeur marketing de Haier, qui est donc un immense groupe chinois, nous annonçait la semaine dernière sur Watch qu'au début de l'année 2014, on aurait un 50 pouces 4K en France à moins de 1 300 €. Voilà, ça rejoint bien. Voilà. Donc c'est une révolution qui est en train d'arriver. Vous êtes un spécialiste du streaming puisque c'est l'une des fonctions qui est incluse, on va dire, par défaut dans les TriCasters. Vous me confirmez que la captation c'est possible, mais dès qu'on pense en termes de diffusion, ça devient un autre problème. Un petit chemin, c'est ça. Pour te donner une idée, une caméra comme la C500 qui enregistre du 4K en RAW, c'est 16 Go à la minute. Donc le poids du fichier est quand même assez lourd et je pense que ça va être assez compliqué d'avoir le débit suffisant pour diffuser ce genre de fichier, même compressé. Pour avoir une petite idée, 1 heure de cette émission, c'est 40 Go. Donc 16 Go à la minute. Donc on a bien un souci. On voit bien l'écart. Et nous, on est en ProRes. Donc qualitativement, c'est pas du H264. Déjà bien. Donc le 4K, vous confirmez que c'est une vague qui est en train de... C'est une vague qui est en train d'avancer. Ce qu'on fait, on a la même approche que sur l'appareil photo. Il faut savoir que quand le 5D est sorti, on était plutôt en 1080i, donc une définition moyenne. 5D était le premier outil à faire du 1080p et ça l'a démocratisé. Là aujourd'hui, on l'intègre sur des appareils photo. Donc pour le moment, un appareil photo très haut de gamme, donc encore très cher. C'est celui-là. Mais qui est le 1D, qui est le plus haut de gamme de la marque. J'ose pas le manipuler, Stéphane. Non, mais tu t'inquiètes pas. Et finalement, avec potentiellement une descente jusqu'au grand public à terme et des appareils photo grand public qui enregistreront aussi du 4K, l'idée étant de démocratiser du contenu diffusé par différentes sources, pour pouvoir accélérer un peu ce développement qui est celui des écrans comme tu as décrit tout à l'heure. Et donc très clairement, c'est la famille des 1D. Oui. Mais c'est le dernier bébé. Oui, c'est le dernier bébé, donc le petit C pour cinéma. Donc c'est le même que le 1D qui est le boîtier photo de référence, puisque chez nous plus le chiffre est petit, plus l'appareil est bien. Bien sûr. Et concrètement, quelle est la différence de faire du 4K en interne sur de la carte compact flash. Donc ce qui est vraiment innovant et ce qui plaît beaucoup et à notre grande surprise même aux photographes, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de photographes qui tournent en vidéo, donc 8 millions de pixels, 25 images par seconde, et qui vont chercher 25 photos potentiellement de 8 millions de pixels, ce qui est quand même une bonne qualité dans chaque image vidéo. Donc, alors c'est un très beau bébé, mais je remarque que vous ne l'avez pas apporté avec une optique photo. C'est une optique qu'on retrouve sur les caméras cinéma. Oui. Parce que pour nous aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une convergence totale. C'était un pari de la marque. Je pense qu'on est plutôt bien parti, on va dire. On parie sur la convergence totale entre la photo et la vidéo. Donc à un moment, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir la monture EF, qui est la monture Canon, mais qui tend à devenir une monture universelle. Parce qu'on a, pour info, 95 millions d'optiques EF en circulation dans le monde, qui sont compatibles aussi bien avec nos appareils photo que nos caméras.
Donc les gens choisissent ce nous on considère comme un point d'entrée. Soit ils viennent par le monde de la photo, parce qu'ils préfèrent l'ergonomie, ou parce que tout simplement ils ont besoin de faire des photos aussi. Ça peut être une raison, soit par le monde de la vidéo. Très clairement, le 1DC, c'est le premier boîtier chez Canon qui fait du 4K. Oui. Mais ce que vous disiez, c'est que ça va forcément... Très certainement, le plus difficile était de développer le concept. Faire le premier. Et c'est un très très beau succès, donc forcément qui va amener à des petits. Et donc demain, pourquoi pas un appareil photo à 700 € à la FNAC qui enregistrera du 4K. Dans quel laps de temps, aucune idée, mais c'est un peu la stratégie. Oui. Alors quand même, ici au Satis, donc on est donc en direct de la Alfred Ciné dans le 13e à Paris. Au Satis, vous n'êtes pas le seul fabricant historiquement de boîtiers réflexes, on va dire. Pourtant, vous avez clairement des stratégies très très différenciées. Alors je pense à Nikon évidemment. Oui, parce qu'il n'y a pas non plus 50 fabricants d'appareils photo. Mais clairement, vous ne jouez pas du tout la même carte. Non, clairement, il faut reconnaître une chose, c'est que Canon a cru à la vidéo sur les appareils photo et pas Nikon, puisque leur boîtier date de l'année dernière, donc 3 ans après le 5D Mark II, qu'aujourd'hui, quand on a une évolution vers le 4K, il commence à rattraper le retard en HD. Donc après, ça reste un excellent fabricant d'appareils photo, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour des gens qui ont le double intérêt et photo et vidéo, aujourd'hui, il est visible que Canon a une avance très très importante. Mais tout le monde a un intérêt pour les deux maintenant. Ça commence. Les photographes commencent à s'y mettre. C'était le dernier groupe, on va dire, mais comme c'est un métier qui est un peu difficile en ce moment de vendre des photos, aujourd'hui, ils commencent à comprendre que le complément vidéo est très important, ne serait-ce que sur même de la presse quotidienne régionale, un article avec un lien YouTube pour pouvoir voir l'illustration vidéo. C'est vrai que c'est toujours agréable pour les gens qui surfent. Et finalement, avec le même boîtier, on alterne les deux en changeant simplement sur une molette gauche photo et droite vidéo. Donc c'est un pari qu'on a gagné, on en perdra peut-être d'autres, mais celui-ci est plutôt réussi. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce besoin de cross-média dont parlait Stéphane dans le monde de la presse. C'est vrai que les photographes maintenant, on leur demande de plus en plus souvent de fournir à la fois de la photo et de la vidéo. Donc ils ont besoin d'un outil. C'est une question de survie, économiquement, je pense. Donc le 1DC, et puis il y a évidemment les caméras. Alors il n'y a pas les grosses caméras de studio, mais il y a plein de ce qu'on appelle les caméscopes. Je sais pas comment. Oui, c'est ça, on dit caméscope. Voilà les évolutions, hormis les zooms de plus en plus puissants, etc. C'est le Wi-Fi. Donc d'avoir la possibilité directement à partir d'une caméra de transférer ces fichiers sans utiliser un ordinateur ou de passer par un lecteur de carte. Donc ça c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à développer des caméras comme ça qui servent à beaucoup de choses pour la Web TV. Oui, Wi-Fi vous dites, mais il y a aussi l'amélioration du capteur dont vous parliez. Sur les XA25 où on améliore la sensibilité notamment qui est très demandée parce qu'à un moment vous tournez en hiver, vous n'avez pas prévu de lumière, manque de peau, vous commencez à tourner à 7h, il fait nuit. C'est vrai que d'avoir des caméras sensibles c'est intéressant, mais hormis des zooms de plus en plus puissants, 20 fois au lieu de 10 fois, etc. Mais hormis ça, le Wi-Fi pour nous est aussi le pari à venir. Et tous les derniers appareils photo sortis ont tous du Wi-Fi. Et de la même façon, toutes les caméras professionnelles qui sortent auront tous du Wi-Fi également. Et des applis intéressantes comme les castings, par exemple. Toujours les émissions de télé-réalité, non pas que j'en sois un gros client, mais on a beaucoup de clients qui font ça. Et ça permet aux producteurs d'avoir un regard sur le casting en direct pendant qu'il est tourné. Donc il y a plein de petites applis sympas autour. Alors, le Wi-Fi, pour comprendre, ça permet à la fois de partager rapidement un petit clip, mais ça permet aussi, avec un petit boîtier 4G ou une connexion, de transmettre. Oui, exactement. Donc pourquoi pas chez toi d'ailleurs, à un moment, mais c'est des applis qui peuvent se faire sur un salon, d'avoir un direct sur des interviews. Donc c'est vrai que ça ouvre pas mal de portes. Donc on verra l'année prochaine, je pense, si on avait raison de faire ce pari ou pas. Merci beaucoup Stéphane. Il n'y a pas de quoi. D'être venu je te récupère l'appareil par contre. Spécial de Broadcast Time. J'aurais bien aimé le garder, mais je savais que tu repartirais avec. Allez, merci beaucoup. Merci. À bientôt. On continue de recevoir nos invités. Merci Stéphane. Je vais proposer à Jimmy Thirion de venir nous rejoindre. Alors Jimmy, avec sa chemise et sa casquette, j'ai même pas besoin de vous le présenter. Jimmy, c'est Extreme Video,
le distributeur exclusif de la GoPro en France. Vous avez une nez creux quand même. Ouais, surtout mon boss, oui, effectivement. Ouais, il y a quelques années, il a découvert aux États-Unis, ça remonte, si je ne me trompe pas, à 2007. Ouais. Il a découvert ça, il était encore dans son garage, Nick Woodman, qui créait la GoPro, et il a dit j'y crois, je veux importer ça en Europe. Donc on a été l'importateur des GoPro en Europe. Et ensuite, c'est devenu tellement gros qu'ils ont demandé à avoir un distributeur pour chaque pays. Bien sûr. Voilà. Alors on va parler dans un instant de ce phénomène. Je voudrais qu'on revienne sur les TriCaster et sur ce que vous montrez ici au Satis. La famille a évolué très récemment. C'était quand? C'était à l'IBC l'annonce de la mise à jour, c'est ça? L'annonce s'est opérée 2 semaines avant l'IBC. Ça. Et la disponibilité était quasiment à l'IBC. Voilà. Alors, une nouvelle famille de produits avec un produit d'entrée de gamme, mais qui n'est plus l'entrée de gamme qu'on a connue il y a encore quelques mois, parce que maintenant c'est du SDI, c'est le TriCaster 410. C'est ça. Expliquez-nous ce qu'on peut faire avec pour un budget de moins de 10 000 € en fait, c'est ça. Voilà. Alors bon, pour reprendre la gamme, il y a le 410, le 460, le 860 et le 8000. On a fait une refonte complète de la gamme pour simplifier d'une part la prise en main, parce que c'est une des caractéristiques principales du TriCaster, une des qualités du TriCaster, c'est que la prise en main est extrêmement rapide. Mais avec les différentes évolutions de modèles, on se retrouvait avec une interface qui n'était plus homogène suivant les modèles. Exact. Donc là, on a de nouveau refondu toute l'interface et tous les modèles bénéficient de l'ergonomie du 8000. Qui est l'ergonomie la plus avancée au niveau des TriCaster. De plus, on retrouve un socle de fonctionnalités sur toutes les machines. Et par exemple, si on prend le 410, qui a été conçu quasiment pour l'Europe au départ. Parce que, pourquoi d'une part, il fallait des prix plus agressifs, ou en tous les cas mieux positionnés, des prix d'entrée de gamme, notamment pour les web TV, les budgets sont serrés, ou les radios, en même temps on nous demandait du digital. Or cette demande de digital n'était pas forcément exprimée de la même façon dans les autres pays. Du digital en entrée, vous voulez dire? Entrée. Ouais, c'est ça. Le SDI, ça a été même chez NewTek, le SDI, les premiers appareils SDI, les Proto ont été conçus pour être expérimentés en Europe. D'accord. À notre demande. Et donc le 410 est le premier produit uniquement digital avec 4 entrées SDI, donc il y a 4 entrées caméra SDI, mais c'est un mélangeur 14 canaux parce qu'on peut gérer des flux IP, on peut gérer des media players, et parmi les nouveautés importantes de la nouvelle gamme, on a le contrôle des caméras robotisées. Comme celles qui sont ici, il y en a 2. Exactement. Et PTZ. Des PTZ, les PTZ. Voilà, Panasonic et Sony au niveau des protocoles qui sont supportés. Donc ça veut dire que sur le tableau de contrôle, on a un joystick. On a un joystick. Ça veut dire qu'on peut se passer du tableau de contrôle Pana ou Sony? Oui, et encore mieux, on peut aller beaucoup plus loin parce que toute la gamme maintenant dispose de macro-commandes. On peut définir des macro-commandes et ça correspond aux mélangeurs très haut de gamme. Donc on peut empiler et ça, on le retrouve sur toute la gamme des TriCaster, pas seulement le 8000. Jusqu'au 8000. C'est une défense aussi. Et donc on peut par exemple définir différents plans caméra sur une PTZ. Et plutôt que d'aller avec le joystick réglé, on a 8 presets par caméra. Et on va directement définir les plans d'un appui de touche et on peut déclencher en même temps toute une série de commandes. Je suis sûr que c'est ce que fait Olivier Jourdan derrière ces 2 écrans. Pas programmé encore. Si, en partie, oui. C'est pratique quand même. Donc, non mais réellement, voilà. Quand on a l'habitude de faire du studio et de faire du multicaméra, alors, donc le contrôle caméra, ça c'était une requête de nos clients dans le domaine de la radio notamment, mais toutes les web TV. Parce que toutes les radios, on veut automatiser au maximum et simplifier. Ensuite, je disais les macro-commandes, et on a rajouté aussi des nouveaux studios virtuels, des nouveaux outils d'édition. On va dire c'est des studios qu'on intègre en arrière-plan à la place d'un fond vert. Voilà, on peut mettre, on pourrait refaire le 20h de TF1 c'est ça. avec un poster vert d'1 mètre carré derrière nous. Alors on le voit sur les images qu'on a fait sur votre stand. Absolument,
très rapidement, on se retrouve dans un studio d'une ampleur qui n'a rien à voir avec l'espace qu'on occupe. Et encore là sur les images, on voit que le fond vert est relativement grand, mais il pourrait se limiter quasiment à une bande. C'est une fenêtre. D'ailleurs, Ouais. le fond vert, Ouais. là actuellement, quand nos présentateurs désactivent l'incrustateur, Cécile et Ben, hein. que Très bon. on s'aperçoit qu'en fait ils sont sur la zone qui est concernée de l'écran Ouais. est minime, c'est-à-dire qu'il y a une grande bande de 2 mètres de haut sur 1 mètre de large pour Cécile, Ouais. et Ben il est sur 1 mètre par 1 mètre. Donc on peut faire le 20h de TF1 dans un placard à balai. Ah ouais, exactement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas ici au Satis, mais je crois qu'à l'IBC et au NAB, je voyais le stand de NewTech, les caméras étaient tournées de manière à ce que la prise de vue soit Alors ça c'est un peu les ficelles ce et que le je veux carton, dire. c'est un peu Méliès. à la On prend- verticale. Et on fait ça pour une bonne raison. D'abord, pour, encore une fois, une question d'espace. Ouais. Donc avec un minimum de recul, on exploite toute la résolution du capteur parce qu'on met la caméra de côté, donc on exploite le côté vertical quand on a un présentateur debout. Ouais. Et ensuite, numériquement, on redresse le présentateur dans son studio C'est virtuel. Alors, nouveauté aussi assez impressionnante, c'est ce qu'on appelle nos studios virtuels holographiques. Alors le nom est un peu pompeux, hein, mais en fait c'est une technologie qui est très intéressante. Avec désormais on peut créer des studios à partir d'une photo panoramique. Ouais. Donc on prend son iPhone 5 ou n'importe quel appareil photo qui aujourd'hui pour la plupart dispose de fonctions panoramiques. On va faire un panoramique et ensuite on se retrouve dans un environnement à 360 degrés pour le studio virtuel. Et ça se fait en quelques secondes. D'ailleurs, on montre sur notre stand Cécile qui se tient devant la halle Fraissinet à l'extérieur et elle passe tour à tour de l'angle de la rue à l'entrée de la halle Fraissinet. On est en train de tourner à 360 degrés et on la positionne à différents endroits de ce panneau 360 degrés. Et ça se fait en quelques secondes. Ça, il n'y a aucun mélangeur qui propose ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, réduire le TriCaster à un mélangeur, c'est une véritable régie complète. C'est ça qui est impressionnant, parce qu'on vient de voir les images du stand. On a vu, donc le TriCaster, c'est un rack, hein, qui n'est pas très gros d'ailleurs. Tout tient dans cette boîte. Et donc la boîte fait le tri, ça correspond à quoi Captation. Alors, TriCaster, non, c'est les 3 sorties en fait. Ah, c'est les 3 sorties. On sort vers les écrans géants, on sort en vidéo pour la télé et on sort en stream internet. Ça vient de là. D'accord. Mais tout est dans la boîte, all in the box, comme disent les Américains. Donc il faut rappeler à propos du 410 qu'il y a eu l'année dernière un modèle, alors vraiment qui a révolutionné l'entrée de gamme, hein, c'était le 40, qui était en entrée composante. Il était en HD, mais composante. Composante, c'est ça. Voilà. Et à la demande générale, vous avez sorti donc ce modèle le 410, alors qui est plus cher, mais qui offre du SDI à moins de 10 000 €. Voilà. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est que désormais on a également la gestion des réseaux sociaux qui est intégrée au TriCaster. Donc sur les modèles de TriCaster à partir du 460 par exemple, on a l'ISO-Corder qui permet, c'est un enregistreur multipiste en HD qui peut enregistrer 4 flux HD simultanément sur le 8000 et sur le 860, 8 flux HD. Hors stream, parce que le stream on le compte à part. C'est encore un recorder de plus puisqu'on enregistre le stream pour une exploitation en VOD, en vidéo à la demande. Donc on stream en live, mais en même temps on enregistre le stream pour le réexploiter. Et donc au niveau des réseaux sociaux, ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant on peut servir les écrans secondaires, entre guillemets, on peut envoyer sur Twitter, on peut envoyer sur YouTube, Dailymotion, alors qu'on est en train de filmer, il y a quelque chose qui se passe en off, sur une des caméras, hop, on récupère parce qu'elle est enregistrée, point d'entrée, point de sortie et on envoie. Sur Facebook, sur Twitter, sur Dailymotion, alors qu'on est en pleine production, on peut le faire. En parallèle. Et on peut même mettre un opérateur qui est sur un iPad ou sur une tablette Android et qui va être l'opérateur réseaux sociaux. Pour déporter, parce que c'est pas toujours évident, l'homme orchestre ne peut pas forcément tout faire, donc si la production est importante, eh bien on va déporter l'aspect réseaux sociaux sur une petite tablette à côté. Il y a beaucoup de vos clients qui utilisent une GoPro sur un TriCaster. Alors, les moyens de captation, je ne saurais pas dire, mais j'imagine que de toute façon, il y a toutes sortes de moyens de captation qui sont utilisés pour réaliser les sujets.
Je pense que vu le succès de la GoPro, il y a forcément des images de GoPro qui sont passées au moins sur les média players du TriCaster. J'en suis sûr. Jimmy, la GoPro, c'est aussi on va dire une identité visuelle. Hein. C'est pas seulement une caméra qui permet de filmer dans des conditions extrêmes, c'est aussi une signature. L'image de la GoPro, on la reconnaît quasiment du premier coup d'œil. C'est ça. Ouais. C'est un peu pour ça aussi d'ailleurs qu'ils ont pas... grand angle. Exactement. C'est d'ailleurs la question qui revient souvent sur notre stand par rapport au fisheye. Bon, c'est vrai que ça fait des déformations, tout ça. Mais en même temps, GoPro dit, voilà, c'est notre vision en fait, notre façon de montrer les images. Et c'est vrai que dès qu'on regarde une vidéo GoPro, on reconnaît de suite l'image. Alors, racontez-nous un peu l'accueil que vous avez ici au Satis. Est-ce que les gens viennent vous demander, parce que la GoPro, la 3, elle a maintenant quasiment 1 an d'existence, je crois. Oui, tout à fait, oui. Donc les gens la connaissent. Donc c'est quoi l'intérêt pour vous d'être au Satis et de rencontrer le public français des pros de l'image? L'intérêt en fait, ça va être déjà on a quand même une base de clients professionnels vraiment dans l'audiovisuel, des chaînes de télévision notamment, mais aussi dans le cinéma. On va rappeler que la GoPro c'est une caméra à 300 €. La plus chère 449 €. Voilà. Prix public. Voilà. On n'est pas dans les. Voilà. Exactement. C'est pas la stratosphère, je veux dire. Exactement. Vous en avez une? Elle est là. Oui, voilà, elle est là. On va la montrer pour rappeler ce que c'est. Hein. Donc ça reste compact, ça reste, comme tu as dit, il y a ce côté où elle a été créée à l'origine pour le sport extrême par un surfeur. Donc c'est pour ça qu'elle est compacte, qu'elle est anti-choc et étanche. Ensuite, oui, vas-y. Ensuite, il y a 4 ans, en fait, c'est le premier Satis qu'on a fait, c'est la 4e édition qu'on fait. Il y a 4 ans, à l'époque de l'aéro, c'était la première en HD. Les professionnels ont été intéressés en fait par la qualité. Donc la qualité d'image, et se sont dit pour le prix, c'est intéressant de voir par rapport à sa petite taille, de pouvoir s'en servir pour de la production. Donc les chaînes de télévision comme on va avoir des émissions qui vont devoir mettre des GoPro dans des voitures ou dans des actions, on va dire qui va être dangereux pour une grosse caméra. Du coup ils vont passer sur l'option GoPro, l'installation va être rapide, comme par exemple une ventouse ou alors une pince, et du coup on va pouvoir filmer et avec une qualité Full HD, voire plus avec la Black, avec du 2K et du 4K, seulement 15 images secondes, mais voilà. C'est le début. Dans une caméra qui fait moins de 10 cm de côté. Ouais, c'est ça. Assez impressionnant. Alors le Satis, c'est aussi l'occasion pour les visiteurs de venir assister à des démos et à des formations. Oui. Et justement, là, on s'est croisés sur le stand Adobe. Oui. Puisque justement, il y a plein de petites combines d'astuces à savoir pour récupérer les images de la GoPro, notamment avec Premiere, et les utiliser au mieux. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut apprendre justement en assistant à ces démos là, c'est une démo encore que je vais présenter à 14h sur le stand. Venez donc à 14h. Voilà. Vous pouvez encore venir, Alfred Ciné. Et oui, en fait, c'est une démonstration parce que je travaille justement avec les logiciels Adobe, et l'avantage que j'ai de travailler avec, c'est le fait que tous les logiciels communiquent entre eux. Je n'ai pas besoin d'avoir d'export. Les vidéos GoPro sont directement reconnues dans Premiere Pro notamment, donc j'ai juste à importer, faire du multicaméra parce qu'il y a aussi la synchronisation des GoPro via le Wi-Fi, il y a un Wi-Fi interne dans les caméras, notamment avec on peut les déclencher à distance. Exactement, ou avec un smartphone, tablette, ou avec une télécommande GoPro. La 3 Plus notamment est encore plus puissante au niveau du Wi-Fi, donc on peut avoir un live sur le smartphone ou la tablette d'1 seconde de décalage, donc c'est plutôt pas mal pour pouvoir contrôler. Si on perche une GoPro, voilà, exactement. On a le retour sur son téléphone. Tout à fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et du coup si on a plusieurs GoPro, on va pouvoir les synchroniser et voir sur Premiere Pro et faire un montage multicaméra. Et après, si on a des effets ou quelque chose de plus shadé à faire, directement dans After Effects sans faire de rendu et ainsi de suite. Voilà, ça se passe ici et donc au Satis, 3D Storm pour les TriCaster, Jimmy sur le stand GoPro. Je vous libère, parce que je sais que vous avez beaucoup de rendez-vous, de journées chargées. Merci beaucoup d'être venu merci à vous. Sur Watch TV, donc dans cette émission spéciale. On se reverra très bientôt, j'espère, sans doute au NAB. Vous y serez? Certainement. Avril à Las Vegas. J'y serai, bien entendu. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Franck. Henri.
Lafage et à bientôt. Je vous laisse partir, allez, on est à la bonne franquette. Merci de votre visite. J'ai proposé à Eric Drobrieux du TRM de venir nous retrouver. Alors avec Eric, on va avoir le point de vue d'un distributeur. Venez à la bonne franquette, installez-vous, voilà, soyez le bienvenu sur Watch TV. Jimmy Thirion, Eric, voilà, on se serre la main. Bienvenue. Merci. Alors Jimmy, on fait juste une pause pour parler 2 minutes avec Eric. Bien sûr, Alors, bien sûr. TRM, j'aurais pu inviter Vidéo Plus ou Objectif Bastille. Vous êtes plusieurs grands ici au On est les 7.6. meilleurs, c'est pour ça. Voilà, vous êtes les meilleurs. Non, où on fait plus de bruit. Voilà. Non, mais vous êtes surtout à Boulogne, donc vous êtes mon voisin. Donc, voilà. Et puis on est C'était- voisins de pas mal de gens, on va dire. C'était plus simple. Du métier. Voilà, j'avais aussi envie d'avoir votre sentiment sur ce salon, parce que vous avez forcément un angle de vue, une perception un peu différente d'un Canon ou d'un Newtek. Voilà, la grosse tendance du marché là, qu'est-ce que les gens viennent vous demander? À quoi ils cherchent une solution? Aujourd'hui, bien sûr, c'est le gros capteur qui est le plus gros centre d'intérêt. Tout le monde veut faire un petit peu de cinéma, donc c'est parti depuis il y a 3 ans avec le 5D Mark II. Ouais. Aujourd'hui, le 5D Mark III, et puis tous les gros capteurs comme les C300, les F5, les F55, et la demande... Là, vous parlez que de Canon, là, c'est normal? Non, F5, F55, Ah, c'est Sony, c'est vrai, vous avez raison, Il y a Blackmagic, etc. Et aujourd'hui, les gens aussi s'intéressent, et ça y est, la LED s'est imposée. Nous importons aussi... Pour la lumière. Voilà, pour la lumière. Nous importons une nouvelle techno de lumière aussi qui est intéressante, qui est l'éclairage plasma, qui devrait supplanter le HMI. Qu'est-ce que c'est que l'éclairage plasma? Et en fait, c'est des pastilles plasma qui sont excitées par un micro-ondes et qui permettent d'avoir un éclairage très puissant du niveau du HMI, donc lumière du jour, 5600 degrés Kelvin, et avec des puissances très importantes, des IRC très élevés, type de 94. C'est-à-dire que ça viendrait remplacer les LED? Plutôt le HMI. Le HMI. Voilà. Mais c'est des éclairages pour la publicité ou pour le cinéma. C'est du très haut de gamme, j'imagine. Voilà, c'est très puissant, donc il faut quand même dominer la lumière. C'est pas pour des petits tournages, voilà. Mais effectivement, le centre d'intérêt aujourd'hui, c'est la lumière avec les nouvelles technologies de lumière, c'est-à-dire la LED, le plasma, les gros capteurs sur les caméras, les solutions, je dirais, mécaniques d'adaptation d'optique sur des caméras gros capteurs ou des appareils photo, et puis beaucoup de machinerie. Donc ça peut être le drone, la grue, le slider, enfin tous ces petits accessoires qui permettent de faire un petit peu vivre l'image et justement d'avoir un petit peu plus d'artistique à l'image. Ce qu'on avait dans le cinéma, qu'on avait moins en vidéo. Donc aujourd'hui, voilà un petit peu ce que recherchent un petit peu les gens. Et que ça soit avec des petites caméras comme les GoPro pour avoir des petits plans improbables. Dans des endroits où on ne mettrait pas une grosse caméra. On ne peut pas mettre une caméra, on n'a pas assez de recul. Et aussi des gros capteurs pour avoir des profondeurs de champ et des flous artistiques qu'on peut trouver notamment en photo. Bon, on va peut-être s'essouffler à un moment donné de ce type d'image, mais voilà, ça c'est un petit peu, je dirais, le mouvement actuel. D'accord. Voilà. Alors, il y a un fabricant qu'on a voulu inviter mais qui ne pouvait pas être là ce matin parce que ceux qui peuvent parler sont partis hier soir, pour parler clairement, c'est Blackmagic. Ah. Alors, Blackmagic, c'est un acteur relativement nouveau dans le marché. Pourquoi vous dites « Ah » ? C'est étonnant qu'ils soient partis parce que bon. Ah, ils sont anglais, ils avaient un avion à prendre hier soir, ça peut se comprendre. Il y a suffisamment de distributeurs pour relayer un petit peu. Voilà. Alors, justement, quel a été quelle est la conséquence ou l'onde de choc de l'arrivée d'un Blackmagic dans votre marché globalement? Alors pour nous, distributeurs, nous travaillons Blackmagic depuis de nombreuses années. Donc avant qu'ils fassent des caméras, des convertisseurs, voilà, on travaille les cartes d'acquisition en post-production depuis très longtemps, donc on les connaît, on connaissait leur réputation, notamment. C'est une boîte qui a 10 ans à peu près. Ouais, nous on travaille à peu près le produit depuis 7 ans, 6-7 ans à peu près.
Et on a vu arriver effectivement les nouveaux produits comme les petits convertisseurs qui étaient positionnés en prix et du coup qui ont attiré l'attention. Et puis après le gros buzz sur les caméras, gros capteurs. Les convertisseurs, pour simplifier, c'est ce qui permet de convertir un signal, souvent du HDMI vers SDI. Voilà, et comme c'est adapté, les machines ont vraiment besoin de ce type de conversion. Donc aujourd'hui, il y a une grosse demande sur les petits convertisseurs à petit prix, puisque bon, c'est pour des ensembles de tournage qui... ça coûte quand même 300 et quelques euros un convertisseur. Oui, mais sur un ensemble de tournage qui en vaut quasi 10 000, ça passe. Maintenant, effectivement, les gens qui ont un petit peu plus de moyens ou les chaînes de télé vont plutôt aller sur des produits type Aja ou supérieurs, quoi. Voilà. Mais Blackmagic, effectivement, fait un petit peu son market tout seul. Alors, on voit leur stand quand même, voilà, à défaut de les avoir dans l'émission. Derrière vous, il y a les images du stand. Bon. Voilà. Mais bon, je dirais leur image est faite. Maintenant, je dirais c'est du cash and carry. Je dirais qu'on manque un peu d'appui technique de leur part. Et je dirais de répondants techniques, c'est un petit peu dommage. Mais c'est des produits qui sont très demandés ou pas quand même? Oui, mais je dirais qu'ils sont tellement ciblés en prix parce qu'ils ont une nouvelle forme de distribution qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire je fabrique dans mon usine et je distribue pratiquement au client final, c'est-à-dire qu'il n'y a que nous les distributeurs en amont. Je dirais qu'ils ont imposé quand même une nouvelle forme de distribution qu'on connaissait presque pas en France. Voilà. Et effectivement, c'est une tendance qui commence à arriver aussi chez d'autres fabricants qui s'appuient un petit peu plus sur le réseau de distribution en France, comme on pouvait le voir depuis longtemps en Angleterre notamment. On va dire les grandes marques historiques, hors micro, ne sont pas tendres avec Blackmagic. Clairement, ils leur reprochent de casser le marché. Moi, je pense que non, ils positionnent simplement des produits face à un marché. C'est différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le marché... Il y avait un besoin, il y a un besoin, et ils y répondent, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Et leur technique, souvent c'est pour ça que les produits sont annoncés et développés a posteriori. C'est quoi? C'est qu'on a un besoin de caméra avec une monture EF, parce qu'on sait que les gens sont équipés d'objectifs Canon photo, avec des montures EF. Et ben, ils annoncent une caméra avec une monture EF, et puis elle est commercialisée au moins un an après. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu énormément de retard sur la caméra. Voilà, par exemple. mais ils positionnent un prix et après ils essayent de comprendre, je pense, comment ils veulent. On risque de créer une déception et une frustration, voire du mécontentement quand même. Oui, mais je veux dire, on a connu ça avec les 5D, notamment les appareils photo Canon, où ça a permis quand même à certains opérateurs de s'équiper, peut-être même de se vendre de proposer leurs prestations avec leur matériel. Donc on ne peut pas le faire non plus avec une caméra à 20 000 euros, quoi. Donc voilà, c'est une nouvelle forme de travail. Donc il faut évoluer avec son temps tout simplement et s'adapter à ce marché-là. Donc on ne va pas leur tirer dessus. Au contraire, profitons-en. Et allons dans ce sens-là. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'aller vendre des produits de qualité à forte valeur ajoutée et notamment des optiques type PL. On a une très belle offre chez Fujinon ou chez Canon en optique PL pour le cinéma. Voilà. Alors effectivement, on se retrouve aujourd'hui avec un marché qui est découpé, je dirais, grossièrement en deux entre les gens qui ont un petit peu les moyens d'investir sur les grosses machines. Et donc investissent dans l'optique et après changent le capteur en changeant les machines qui viennent derrière. Et puis après, il y a un marché où les gens ont beaucoup moins de moyens et sont obligés de trouver des produits comme GoPro. Et c'est pas pour ça que ça fait de la mauvaise qualité. Bien sûr. Et c'est diffusé en télé. Alors, si c'est pas bon, pourquoi c'est diffusé en télé? Bien sûr. Justement, des GoPro, vous en vendez beaucoup? Énormément. Énormément. Alors, nous, on le traite comme on brasse beaucoup de quantité de matériel, on le gère un petit peu comme un consommable pour nos clients, notamment les prestataires, qui ça vous vexe pas, Jimmy, qui dit ça? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais au contraire, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas l'embêter à lui renvoyer des produits en réparation. Je les échange et la preuve, il y a un renouvellement, pour nous, hein. il y a un renouvellement de l'offre tous les ans.
la logique, elle est fixée. Donc nous, nos clients, ils viennent, à part les tout petits clients qui n'ont pas de moyens, donc on va leur assurer bien sûr un service pointu, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de moyens, donc on va s'adapter à eux. Maintenant, les prestataires qui ont beaucoup plus de moyens et qui savent amortir ce type de produit rapidement, renouvellent les produits très rapidement, échangent, et ça leur permet aussi d'upgrader les machines, de la GoPro 2 à la 3, et de la 3 à la 3+, etc. etc. Et aujourd'hui, même pratiquement, on vend presque que de la Black Edition, justement, comme ça le client, qui peut plus, peut moins, voilà, après, comme je disais tout à l'heure, on s'adapte au budget, si on doit vendre une petite caméra, on sait la vendre aussi. Mais alors, voilà. Alors, je vous soulevais un point, je me posais la question, la 3, on peut la mettre à jour en 3+. Non. Ah, c'est ce que vous avez dit, non? Non, mais remplacer il la caméra. remplaçait la caméra. remplacer. Remplacer la caméra. C'est justement, c'est pour ça que c'est dans l'esprit de consommable, c'est-à-dire on utilise le produit jusqu'à la fin de sa vie. Alors elle peut être plus ou moins longue suivant ce qu'on fait avec. Suivant si on a des offres de cache. On a des caches pour GoPro pour les sécuriser dans des cas extrêmes, dans des conditions extrêmes. Donc ça c'est une offre qui est faite par un fabricant d'épaullières qui est Genus, qui propose des cages vraiment pour les sécuriser et qui lui permet aussi de mettre un filtre en 52 mm devant, ce qui permet de mettre soit des vari ND, soit des polarisants, ce qui est un petit peu plus difficile sur l'offre de GoPro. Mais bon, nous on a su s'adapter. Juste puisqu'on parlait de Blackmagic, il pousse aussi le 4K. Quelle est l'attitude de vos clients par rapport au 4K justement? Est-ce qu'ils se dirigent vers les régies, vers les switchers 4K de Blackmagic ou pas? Tout le monde s'intéresse au 4K depuis un an et demi. Tout le monde s'intéresse au 4K parce que effectivement on sait que c'est la nouvelle. Mais on sait aussi qu'aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de diff, tant qu'il n'y a pas de diffuseur, pourquoi investir? Les matériels coûtent très cher encore en 4K. Attendons la démocratisation des écrans grand public UHD, donc le 4K grand public. Et puis ça va peut-être nous aider déjà à avoir des dalles de monitoring 4K moins chères. Et puis après on avancera gentiment avec les produits peut-être Blackmagic qui vont ouvrir le bal dans les bas prix. Et puis après je dirais nos plus grands fabricants et partenaires comme Sony, Panasonic, je pense vont les relayer pour le matériel un petit peu plus broadcast. Et voilà. Merci beaucoup à vous Eric d'être venu dans cette émission spéciale ici en direct du 7-6 sur Watch TV. Watch TV, alors je vous l'apprends sûrement parce qu'on est des petits nouveaux, nous on vient d'arriver il y a moins de 2 mois. C'est une nouvelle chaîne de télé, c'est la première chaîne dédiée à l'actualité et au loisir. Voilà. On diffuse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour l'instant sur le digital, donc sur le site de la chaîne YouTube, Dailymotion, Watt et les podcasts depuis quelques jours. Et puis on arrive dans les prochains jours, les prochaines semaines sur les box. Donc vous pourrez nous regarder dans votre salon sur votre très grand écran. Projecteur, non bien sûr. Non, on ne sera pas les premiers à passer au 4K, je vous l'assure. Il y a une offre pour Noël. Pour Noël, il y a des offres d'écran UHD. De plusieurs fabricants on en parlait et japonais. À combien chez vous? Je crois qu'on est dans les 5 500 € pour des dalles de l'ordre de 46 ou 50 pouces. Voilà, donc voilà. 2 mois plus tard, il y aura nettement moins cher. Ouais, mais bon, on va laisser faire. Je ne vais pas vous casser votre marché. Voilà, mais c'est pas le mien parce que c'est le domaine grand public. Bien sûr. Mais on est attentif parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Mais les prix sont en train de... Voilà, ça va nous aider. Bien sûr. Ça va nous aider à travailler. Merci beaucoup Eric d'être venu. Je vous libère. Partez comme ça, plein 4, c'est pas grave. Je vais proposer à Denis-Pierre Guido d'Adobe de venir nous retrouver. Merci Eric. Denis-Pierre, voilà, qui sort tout juste de sa démonstration sur le stand à 20 mètres derrière nous. Il vous reste encore un petit filet de voix, Denis-Pierre? Ouais, il reste un peu de filet de voix, on va faire au mieux. Vous avez pris vos pastilles avant de venir? Ah oui, forcément. C'est sympa d'être là en tout cas. Denis-Pierre Guido, responsable du développement des marchés produits vidéo chez Adobe. Absolument. Donc monsieur Premiere Pro, After Effects et Creative Cloud, puisque maintenant tout est lié au cloud. Absolument, donc ça c'est ma deuxième casquette, je suis consultant Creative Cloud. Absolument. J'explique aux entreprises comment ils vont installer, comment ils vont déployer, comment ils vont gérer la sécurité, comment ils vont attribuer les licences à leurs différents utilisateurs dans l'entreprise. Alors le cloud, quand il a été lancé par Adobe, on comprenait bien l'idée. Sur des fichiers, on va dire statiques, ça semble assez évident. Mais sur de la vidéo, comment est-ce qu'on peut utiliser cloud avec de la vidéo? Alors,
Déjà, ce qu'il y a dans le cloud, c'est principalement l'abonnement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des numéros de série, on a le nom d'une personne avec son login, son mot de passe. Donc c'est ça qui est géré dans le cloud. Les applications, c'est comme avant, elles sont installées sur la machine, tout se passe sur la machine. On a effectivement un espace de partage de fichiers, on va pouvoir partager les fichiers avec son équipe, montrer des fichiers, par exemple, j'ai un fichier Photoshop, je veux montrer à mon chef de projet qui n'a pas Photoshop, qui n'a pas Creative Cloud, qui n'a pas d'ordinateur, je peux lui montrer quand même sur sa tablette, il pourra naviguer dans les calques. Donc c'est toutes ces nouvelles technologies qui se développent, de transmission de l'image, de transmission d'informations, qu'on veut pouvoir rendre de plus en plus disponibles aux créatifs pour pouvoir travailler d'une manière plus intense, plus vite et proposer des nouveaux services à leurs clients par rapport à ces nouvelles technologies. Alors le Satis pour vous, c'est aussi l'occasion de mesurer l'intérêt de la profession pour vos logiciels. Absolument. Et on sait que depuis 1 an et demi, vous avez récupéré des parts de marché de façon assez colossale face à Apple. Oui, sur la partie montage, tout à fait. Vous êtes maintenant leader en part de marché, je crois, avec Premiere sur la partie montage. A priori. A priori, je crois que c'est vraiment le cas. Concrètement, quels sont les avantages que les monteurs, que les responsables des boîtes de prod quel est le retour que vous avez de leur part sur les avantages de Premiere par rapport à vos concurrents? En fait, déjà, les craintes, c'est d'arriver sur un logiciel qui ne va pas être suivi dans le temps. Nous, ça fait 30 ans qu'on développe des logiciels pour les créatifs, donc il y a déjà une certaine sécurité là-dessus. Et on se passe beaucoup à la place d'utilisateur. Un utilisateur change de logiciel, c'est juste insupportable. Donc ce qu'on fait, on adapte. Il y en a beaucoup qui ont changé. Oui, mais on adapte le logiciel à leurs utilisateurs. Un monteur de Final Cut, un monteur David, s'il doit à un moment ou à un autre travailler dans Premiere Pro, il ne faut pas qu'il change ses habitudes de travail. Donc nous, on adapte le logiciel par rapport à ses habitudes de travail, qu'il ne soit pas déphasé. Peut-être que dans quelques temps, il passera sur un autre logiciel de montage. Peut-être que ça sera d'autres éléments qui seront remplacés. Il faut qu'il puisse se concentrer sur son travail. Alors, il faut rappeler qu'il y a quelques mois, vous avez revu l'interface de Premiere, pas pour la simplifier, mais pour la rendre plus évidente, on va dire. Et en même temps, Premiere est reconnu, alors ça vous concerne directement Jimmy, comme vraiment le logiciel capable d'ingurgiter tout ce qu'on peut lui avoir à lui donner. C'est vrai, on a repensé Premiere comme Photoshop. On connaît le logiciel de Photoshop. Et on a repensé de la même manière. Photoshop, il prend les fichiers de tous les boîtiers qui sortent sur le marché. Dès qu'il y a un nouveau boîtier, Photoshop est à jour, il les prend directement. On a pensé Premiere exactement de la même manière. Il y a des nouveaux boîtiers. Là, il y a le Canon 1DC qui est sorti en 4K. Il était là tout à l'heure. Voilà, directement, on prend les fichiers en natif. On travaille en natif avec les fichiers des boîtiers. Il y a les SNF65 qui est là, qui est arrivé. Il y a la Dragon qui est avec du Sika. On prend les fichiers, on travaille dessus en natif. Parce que les rendus, on est tous devenus impatients. C'est devenu insupportable des rendus. Oui, alors les rendus, on va s'appuyer sur la carte graphique. On a des cartes graphiques qui ont une puissance phénoménale. Donc on va demander à la carte graphique de faire le rendu. Mais à quel moment? Uniquement à la fin, quand on a fini de travailler. Pas tout le temps pendant qu'on travaille. Pendant qu'on travaille, une simple prévisualisation, si elle est précise, si elle est absolument nickel sur le plan de la colorimétrie, la luminescence, c'est parfait. On peut travailler avec. Et puis à la fin, quand on a fini, au lieu d'avoir au début, je sais pas, 2, 3, 4, 5 Tera de fichiers à transcoder, c'est à la fin seulement qu'on va encoder dans le format de distribution dont on a besoin ou d'archivage si nécessaire. Donc sur une quantité beaucoup moins grande et très vite en s'appuyant sur la puissance des machines actuelles. Merci beaucoup Denis Pierre Guido d'être venu dans cette émission spéciale sur Watch TV en direct du Satis. Merci beaucoup Jimmy. Merci. On vous souhaite plein de belles images avec votre GoPro ici à la Halle Freycinet. Je voudrais remercier nos hôtes, MediaQuest, Stéphane Faudeux, Nathalie, qui nous ont accueillis ici sur ce studio en plein cœur du Satis. Et puis je voudrais remercier aussi l'équipe de Streamakassi avec Olivier Jourdan qui était aux manettes. L'un des hommes qui sait le mieux tirer parti de 500 kilos en upload et avoir une image assez magnifique. Merci beaucoup Olivier. Les programmes continuent sur Watch TV, restez avec nous. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, jeudi 11h, 11h30 en direct pour le numéro 2, une émission plus classique de Broadcast Time, donc votre nouveau rendez-vous pour l'actu des nouveaux médias et des Web TV. Bonne journée et à très vite.